grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous sommes le lundi 22 juin 2015. Bienvenue à cette émission. Une émission qui réfléchit sur l'accord de paix signé par la coordination des mouvements armés de l'Azawad le samedi 20 juin dernier à Bamako. Nous avons comme invité à cette émission André Bourgeot, analyste, chercheur au CNRS de France, qui sera en ligne avec nous. Firoun Maïga, membre de la plateforme, Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA, mais également membre de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, et Anchanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Le grand dialogue, c'est parti. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Cette fois-ci, c'est acté, disaient certains. Enfin, le bout du tunnel, s'exclamaient d'autres. La paix a remporté son pari à Bamako le samedi 20 juin 2015, en plein ramadan. Les groupes rebelles de la coordination des mouvements armés de l'Azawad ont à leur tour signé l'accord de paix intermalien un mois après le gouvernement de Bamako et les groupes armés de la plateforme. Cette signature met donc fin à plus de 3 ans et demi de conflit et près d'1 an de négociations. Une cérémonie qui a été suivie d'une rupture de jeûne entre frères réconciliés au palais présidentiel de Koulouba. Alors, une toute première question s'adresse à Ataï Ag Mohamed, membre du MNLA, aujourd'hui présent à Bamako. Qu'est-ce que cela vous fait une fois de retour dans la capitale, Ataï? Bon, pour moi, c'est pas forcément un grand défi d'être dans la capitale. Pour moi, le défi, c'est la paix. Et s'il y a la paix, où que je sois, je la sentirai. Donc la capitale, certes, c'est un plaisir de revoir les gens que je connaissais. C'est un plaisir de savoir que beaucoup de gens comprennent finalement que le conflit n'est pas personnel. C'est une question politique qui doit avoir son traitement dans une négociation formelle et dont un accord doit aboutir sur ce qui peut un jour sortir toutes les populations sans distinction d'une souffrance qui pour certains, bien sûr, date de 2012, mais certains en souffrent depuis des décennies. Donc pour moi aujourd'hui, c'est déjà que l'ensemble des citoyens du Mali qui suivent la télévision, qui écoutent aujourd'hui, comprennent que nous ne sommes pas ceux dont on nous qualifie pour la propagande. Nous sommes des gens qui ont des revendications politiques, qui sont des acteurs sérieux, qui ont des responsabilités et qui veulent une paix équitable, juste. Et si on l'a, on la signera. Mais la signer et la faire, c'est deux choses différentes. Longtemps qui s'exprimait longtemps au téléphone, Ataï Ag Mohamed est aujourd'hui avec nous dans ce studio. Il est membre du MNLA, membre également de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Merci Ataï pour votre présence ici dans ce studio. Alors, quelqu'un qui avait émis le souhait de voir Ataï devant lui, le frère de retour, alors Firoun Maïga, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette présence de Ataï Ag Mohamed et de la coordination, l'ensemble de la coordination à Bamako? Merci à Radio Tamani. Moi, je me réjouis. Je le vois, il est devant moi, il sait qu'il est chez lui. Il est très décontracté. Quand il est rentré, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas une peur, il n'y avait rien. Je respecte effectivement, il a émis des idées qui sont des idées d'hommes, que des hommes posent pendant un certain temps pour des raisons qui leur sont propres. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un cheminement où on s'est retrouvés. Pas seulement qu'à Taï, on s'est retrouvés durant les 8 mois avec nos autres frères. Nous étions tous ensemble. Hier, si vous nous voyez à Koulouba, mais écoute, on a l'impression que rien ne s'est jamais passé entre nous, que nous sommes ensemble. Bon, c'est un début, c'est de l'espoir. Et je pense que, comme l'a dit le président de la République, son engagement qu'il a pris de ne pas décevoir, et que ce soit la CEMA ou la plateforme ou le peuple malien, bon, c'est quand même un acquis et c'est un engagement. Et je suis très content de voir Ataï, qui est un neveu, qui est avec moi. Moi, c'est Firoun, c'est Ataï, il doit savoir que je suis un grand-père. Donc, le problème, c'est que moi, je suis obligé de les regarder et de les encourager, de les féliciter et de leur dire qu'ils ont fait un pas extraordinaire, supplémentaire, qui mérite
effectivement ce respect et cet engagement. Et ça, je vous félicite. Merci beaucoup. Alors, le fait inédit, c'est donc le fait de pouvoir rassembler tout le monde autour de la table et de discuter enfin des questions de développement. Ce fait inédit ne se produit pour l'instant qu'au studio Tamani, toutes les voix du Mali. Alors, nous allons voir avec vous, Achanga. L'expression des rendez-vous d'Alger s'exprime enfin à Bamako. Il était difficile de pouvoir décrire l'ambiance à Alger, mais depuis le 20 juin, on sait déjà comment est-ce que les discussions se passaient à Alger. Et quel est votre sentiment après ce rendez-vous de Bamako? Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la chaîne de Studio Tamani. Je pense que comme vous l'avez dit, c'est un grand jour. Nous avons tous souhaité voir ce grand jour. Il est arrivé. Et au nom du gouvernement, nous, on ne peut que s'en réjouir. Et je pense que le gouvernement doit tout faire pour rassembler l'ensemble de ses fils. Et ensemble, deux frères peuvent se quereller. Comme on le dit, les dents et la langue sont dans la même bouche, mais des fois... Ne se tolèrent pas pour autant. Voilà. Donc c'est la même chose et ils sont obligés de cohabiter. D'accord. Je pense que, en tout cas, le gouvernement fera tout son effort, comme le président de la République l'a dit, pour honorer ses engagements, en tout cas vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les différents mouvements, ainsi que surtout la population malienne. C'est ça, nous nous engageons et on va le faire. Merci beaucoup Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Nous allons voir du côté de André Bourgeot, chercheur, analyste. Il n'est toujours pas avec nous. Alors nous allons rentrer donc plus en profondeur. Aujourd'hui, l'accord de paix comprend la signature de la CEMA. Qu'est-ce que cet accord vaut aujourd'hui à vos yeux, Ataï? Bon, je pense que même si tout le monde voudrait l'appeler l'accord, dans le discours des uns et des autres, vous sentirez que tout le monde en fait plutôt une occasion, un document de travail dont la mise en œuvre escomptera une paix. Et c'est cela. Donc la signature, c'est bien solennel, c'est bien quelque chose de marquant, mais la paix se cache derrière les compromis négociés. Il est dans la disposition de l'accord, il est dans une mise en œuvre avec une bonne foi. C'est cela que se trouve la paix. Donc il faut l'arracher, elle se cache là. Donc pour nous, c'est bien sûr, c'est un pas. C'est un pas qu'on va enseigner où, par d'autres, on sait qu'il y a déjà encore des contestataires, même au sein de la CMA, que ce soit des on va en parler tout à l'heure. Donc, il y a tout cela, mais pour nous, c'est un instrument, c'est une occasion de tracer, de donner une nouvelle perspective, de voir comment les gens peuvent un jour revendiquer sans violence. Et c'est là, je pense que c'est cela que nous voyons comme ça, nous voyons comme un bon pas, mais il faut le mettre en œuvre avec bonne foi et avec beaucoup de consensus. Et on espère qu'on va y arriver. Alors, il y a quelques jours, vous avez mis cette signature au conditionnel. Aujourd'hui, est-ce que tous les points de divergence sont dissipés, Ataï? Les divergences ne sont pas internes. Il n'y avait pas de divergence. Il y avait des choses qui se sont produites qu'il fallait arrêter. Il fallait arrêter les affrontements sur le terrain. Il fallait recréer la confiance. Il fallait comprendre tout ceci. Et il y avait aussi la question des mandats qui sont levés, des mandats que nous jugeons politiques. Et aujourd'hui, que le gouvernement a eu le courage de lever, parce que de toutes les façons, aussi, il y a une justice un jour, elle va trancher. Et il faut attendre qu'il y ait une justice vraiment que tout le monde reconnaisse, qui va un jour enquêter, savoir qui a fait quoi, au lieu de s'anticiper à lancer des mandats contre des gens qui sont censés être des partis, des partenaires à la paix. Donc, c'était aussi une des occasions, une des choses qu'il fallait créer. Donc les préalables, nous pensons qu'il a été satisfait. Et même si nous avions eu peu de temps pour savoir que tout était OK, mais on comptait venir, on a promis de venir, on est venu. On est là. Merci beaucoup Ataï. Alors Firoun Maïga, l'accord est signé aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu l'impression que la CEMA a été forcée de signer?
Non, moi je vous dis, l'accord est connu depuis le premier. Nous avons travaillé pendant 8 mois, la CEMA et la plateforme et tout ce qui était à Alger, et la médiation, point par point. L'ensemble des 4 thématiques qui ont été posées, s'agissant des questions institutionnelles, les questions de défense, de sécurité, développement, réconciliation, sont des points qui ont été largement abordés, discutés jusqu'à la phase terminale. Maintenant, la question, ce n'est pas la CEMA a remis des réserves comme ça a été par le passé pour des éclaircissements, des clarifications sur des points. Ça a été donné. Il y a une volonté politique du gouvernement. Nous avons nous-mêmes participé à Alger à cela. Et je pense que suite aux impressions qu'ils ont pu retenir de cette rencontre, ils ont pris l'engagement de venir, ce qui est tout à fait à saluer. Aujourd'hui, l'accord, c'est l'accord. Nous ne sommes plus différents. À partir du moment où l'accord est signé, comprenez que lui et moi, nous regardons dans la même direction. Nous ne voyons pas une direction opposée. Nous avons les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes économiques, c'est les mêmes problèmes sociaux, c'est les mêmes problèmes politiques. Et je pense que l'engagement du gouvernement et surtout la garantie de la communauté internationale à suivre ce processus donne un élan, une certaine confiance et du fait que les Maliens se retrouvent. Mais n'oubliez jamais qu'on a discuté, c'est un accord, le Mali reste, c'est un pays de culture, et il y a cette barrière-là qu'on a l'impression est fichée, elle est tombée depuis le jour où on a dit ok, on est d'accord. Et puis aujourd'hui, on se retrouve en famille. Nous allons parler des questions de fond, des questions qui relèvent effectivement de la survie de nos populations, sur les différents termes que Hataya a abordés et sur lesquels moi je souscris, et qui sont des questions qu'il faut analyser en profondeur pour l'intérêt du Mali, pour l'intérêt de toutes les populations du Mali. Il n'y a pas à se dire c'est tout le Mali qui en profite. Alors aujourd'hui, quelle est la dynamique du gouvernement du Mali à Changa? Bien, je pense que les différents points qui ont été abordés et qui sont dans l'accord, ce sont des points que le gouvernement les avait déjà examinés bien avant les négociations. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que souvent, on pensait que l'accord de Ouaga, que le gouvernement avait la mauvaise foi. Non, pas du tout. Le gouvernement avait la bonne foi, mais le gouvernement a dit, attention, il y a eu des rébellions, il y a eu des accords. Mais pourquoi ces accords-là n'ont pas donné l'effet escompté? On va tranquillement voir, c'est-à-dire analyser tous les différents accords, voir quels sont les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et le gouvernement n'a pas attendu aujourd'hui pour dire que s'il y avait eu cette crise cette fois-ci, on reconnaît qu'il y avait une mauvaise gouvernance. Le gouvernement ne s'était pas du tout caché. Et on l'a dit haut et fort, il y a eu une mauvaise gouvernance qu'on va rectifier. Peut-être que l'approche maintenant, puisque la crise de confiance n'était plus là, c'est ce qui a fait qu'il y a eu tous ces combien de mois pour qu'on puisse vraiment arriver à un accord. Alors, quelques secondes avant la pause, est-ce que cette confiance dont parle à Changa, cette confiance est revenue à Taï? Juste en 2 mots. Je ne sais pas si... Je pense que s'il y a la bonne volonté de l'amener, elle va arriver. Mais pour l'instant, elle n'y est pas. Pour l'instant... le fait que vous soyez à Bamako, c'est déjà un bon point. Pour moi, je peux y passer. Normalement, il n'y a pas un mandat contre ma personne. Je peux être à Bamako normalement pour passer. Normalement, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont des gouvernements, qui sont de l'armée, qui sont sur les zones qu'on contrôle. C'est normal. Je ne pense pas que mon arrivée, ma personne à Bamako soit une question qui doit être... Vous avez une petite confiance quand même. Bon, si ma personne n'est pas cette chose qui est visée, c'est une confiance. Mais si ma personne est visée, ça veut dire que c'est pas... Admettons qu'elle ne soit pas visée. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que si l'ensemble des partis considèrent que la question est politique, elle est liée au territoire, elle est liée à un conflit entre la CMA et le gouvernement central, ce n'est pas ma personne qui est visée. Mais si on vise ma personne, ça veut dire que ce sont des conséquences. À partir du moment où cela n'est pas fait, donc vous avez confiance. Mais pourquoi je craindrais qui que ce soit? D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter et Facebook. Mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, nous sommes en train de réfléchir sur la signature de l'accord et la présence encore de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, toujours à Bamako, signe donc de la confiance retrouvée entre les parties du conflit. Alors, nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons voir avec les acteurs la fragilité du processus. Alors, est-ce que vous estimez aujourd'hui, Achanga, que le processus est encore fragile du ministère de la Réconciliation? Et je pense que le processus, pour l'instant, on peut dire qu'il faut être prudent. Merci. Il faut être très prudent parce que, j'avoue, moi je suis dans ce processus-là depuis 1992. Je connais tout ce qui s'est passé. Je sais ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Qu'est-ce que le gouvernement avait fait? Qu'est-ce que les mouvements avaient fait, les mouvements d'antan? Et aujourd'hui, quand j'ai regardé l'accord, souvent, en tant qu'acteur depuis 1992, ça me fait souvent rire. Parce que je me suis dit, mais c'est un rassemblage des anciens accords qu'on a pris. Vous reprenez exactement tous les projets de développement qu'on a mis en annexe. C'est ce qui est dans le document du forum de Kidal. Qui s'est tenu? Qui s'est tenu les 26 et 27 février 2006. 2008. C'est exactement la même chose. On avait dit la même chose, mais souvent, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais le dire clairement. Souvent, il y a la mauvaise foi et des gouvernants et souvent aussi des gouvernés. Je dis des gouvernements parce que souvent, on avait demandé à corps et à cri cette décentralisation, cette mise en œuvre de cette décentralisation, mais on est dans un système où l'État jacobien, qu'on a hérité de la France malheureusement, on veut tout centraliser, c'est là. Et aussi, sur le terrain, on a des problèmes parce qu'il y a toujours l'insécurité résiduelle qui nous posait des problèmes et qui fait que souvent, les projets de développement n'arrivent pas à s'exécuter sur le terrain. Personnellement, j'avais, avant la rencontre de Tombouctou de février 1995, nous avons évalué tous les projets qui étaient au nord. C'était 220 millions de dollars. Les projets qui étaient déjà là, inscrits, et pour la mise en œuvre de certains aspects de développement des régions du nord. Malheureusement, avec tout ce qu'on connaît, on n'arrivait pas à les exécuter. Donc, mon optimisme, c'est quoi? Il faut que des deux côtés, que ce soit du côté du gouvernement et que ce soit aussi du côté des populations, quand je dis population, on comprend, je parle des mouvements qui doivent faire vraiment violence sur eux-mêmes pour ramener la paix, la sécurité. Celui qui continue, parce que le banditisme, là, ça va toujours continuer, mais il faut qu'on arrive à sévir de manière à ce qu'on puisse au moins exécuter quelque chose sur le terrain. D'accord. Moi, c'est ce que je voudrais. Merci beaucoup, Achanga. Alors, on me fait signe de l'autre côté de la baie vitrée que André Bourgeot est en ligne avec nous. André Bourgeot est chercheur à l'INRS de France. Alors, Monsieur Bourgeot, bonjour d'abord. Bonjour. Désolé pour le retard, on a eu des problèmes. Vous êtes excusé. Vous êtes excusé. Merci en tout cas pour la disponibilité. Alors aujourd'hui, l'accord de paix a été signé le samedi dernier par la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Quelle analyse à chaud est-ce que vous avez après cette signature? La première chose à dire, c'est que la signature a été bien faite. Je crois que tout le monde est satisfait de cette signature. Samedi, lors de la cérémonie, les retrouvailles ont été très, très chaleureuses. Mais retrouvailles ne veut pas nécessairement dire réconciliation. Je crois que la réconciliation va demander du temps. Et le processus est engagé, je crois, déjà ce matin, ce matin, avec la mise en place du comité de suivi, et puis la commission qui s'est réunie pour définir le règlement intérieur du fonctionnement de ce comité de suivi. Donc, les conditions maintenant sont réunies puisque tout le monde a signé. Il va falloir du temps.
c'est compliqué, les conditions d'application du contenu ne sont pas faciles, et comme dans toute chose quand on passe au concret des choses, il va y avoir des avancées, mais il va y avoir aussi nécessairement des reculs, c'est inévitable. On va voir. Alors aujourd'hui, jusqu'à quel degré, ou bien comment peut-on évaluer le degré de fragilité de cet accord, du processus? Le degré de fragilité, à ma connaissance, il s'est déjà exprimé hier, compte tenu du fait qu'il y a eu l'expression de divergences et de dissensions à l'intérieur de certains groupes armés qui, pour des raisons probablement de leadership. Bon, je crois que ça, ce sont des petites choses qui arrivent d'une manière assez régulière. Maintenant, c'est à eux de tomber d'accord sur le problème du leadership. Ce qui m'inquiète un peu, c'est moins ça que l'attitude du ministre français de la Défense, M. Le Drian, qui a tenu des propos qui m'ont un peu choqué, parce qu'il a tenu des propos en parlant des populations du Nord et des populations du Sud. Or, à la faveur d'une émission sur France 24, il y avait un député de l'UMP qui était là. Il a tenu, ce député de l'UMP, donc un député de droite, a tenu exactement les mêmes propos. Et c'est quand même gênant dans un contexte où il y a justement signature des accords de paix, que l'intégrité territoriale n'est pas remise en cause. Et tenir ce genre de propos, c'est un petit peu inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant qu'il semblerait, c'est inconditionnel parce que je n'ai pas pu vérifier, que M. Le Drian s'est rendu au Mali et s'est rendu d'abord à Gao et puis ensuite à Bamako, confirmant ainsi les propos qu'il a tenus et en privilégiant quand même le septentrion malien. D'aucuns ont cru y voir la neutralisation, la concrétisation d'une conception partitionniste du Mali. Je crois que c'est une grave erreur politique, une grave erreur de protocole, et c'est un camouflet à l'égard bien sûr des accords de paix et de toutes les parties prenantes qui ont quand même œuvré pendant plus de 8 mois, un camouflet aussi à l'égard du président de la République qui était élu démocratiquement, et puis un camouflet à l'égard du peuple malien. Donc ces choses-là, c'est pas très sain, ça n'augure pas de bonnes choses. Merci beaucoup André Bourgeot. Alors toutes les voix du Mali ont fait exception et on donne la parole à même au-delà des frontières. Merci beaucoup André Bourgeot pour cette analyse. Alors Ataï Ag Mohamed, vous êtes du MNLA, membre également de la CEMA. Il y a certains faits qui ne passent pas inaperçus aux yeux donc des médias. L'absence de Bilal Ag Chérif, comment est-ce qu'on peut justifier cette absence du premier responsable de la CEMA? Bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je préfère ne pas faire tout le commentaire là-dessus. Mais pour l'instant, si Bilal Ag Chérif n'a pas communiqué pour dire qu'il est contre la signature, je n'ai pas une raison de se plaindre. La CMA, c'est une organisation qui a un leadership, c'est Bilal Ag Chérif. S'il a envoyé des gens signer, ça veut dire qu'il a signé. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des interprétations, comme on aime toujours tomber dans la démagogie et dans la théorie du complot, qui nous occupe l'essentiel de nos intelligences, tant mieux. Mais je pense qu'il faut être réaliste. La CMA est une organisation qui a prouvé qu'elle est bien organisée. Et Mahmoudou Djiri Maïga, qui était là et qui a prononcé le discours de la CMA, est vice-président de Bilal Ag Chérif. Donc, je pense que le débat n'y est pas trop. Alors, cette partie est consacrée à la fragilité du processus. Aujourd'hui, des voix se lèvent contre cette signature de la CEMA au sein même des membres de la CEMA, notamment à travers cette déclaration de Moussa Ag Assarid. Comment est-ce que vous définissez la situation aujourd'hui au sein de la CEMA, notamment au sein du MNLA? Écoutez, les appréciations individuelles, les hommes, et aussi leur perception des choses, c'est leur droit de continuer à décrire, comme aujourd'hui au Mali, il y a des partis politiques, il y a des leaders, il y a des hauts responsables de l'État qui y trouvent dans l'accord une partition du pays, comme il y en a chez nous des gens qui y trouvent qu'il n'y a rien. Donc, nous pensons que ce ne soit pas une chose qui puisse... ce qui pourra sauver l'éclatement, c'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre. Et si nous avons accepté de signer, c'est parce que dans l'accord, peut-être que monsieur de la réconciliation, il voit sa propre conception de la bonne compréhension du sujet et de l'accord, mais nous en avons aussi notre vision. Je ne sais pas, monsieur Bourgeot qui est en ligne, comment il va identifier cet accord. Est-ce que c'est une décentralisation simple? Est-ce que c'est une régionalisation simple? Il nous dira. Mais quand même, nous avions
Et dans notre discours que Mamadou Djira et Maïga Ali, vous sentirez que nous avions ce que nous avons compris de ce document et c'est cette marche que l'on tient. Maintenant, c'est de la mise en œuvre qu'il y aura les discussions, les éclaircissements. Et le relevé qu'on a signé à Alger le 6 juin en dit beaucoup. Par exemple, dans l'accord, vous verrez qu'on vous dit que l'accord du 15 mai, bien sûr, on vous dit que la problématique de l'Azawad sera discutée dans l'article 5, qui est la conférence nationale. Mais dans le relevé qu'on a signé, on y a ajouté que la communauté internationale garantira qu'il y aura un consensus sur la problématique de l'Azawad, qui sera garanti par la communauté internationale entre les parties concernées. Donc il y a des ajouts qui sont là, qui sont très, très importants, qu'il ne faut pas oublier, mais qui seront bien sûr discutés et qui sont retrouvés, qui sont identifiés comme pertinents pour vraiment créer une véritable paix. Donc voici un peu, je ne pense pas qu'il y ait une fragilité au sein de la CMA. Il y a des contestations populaires, bien sûr, des populations de certaines zones. Il y a des leaders qui contestent, c'est normal, comme partout. Mais je pense que ceux aujourd'hui qui ont pris l'engagement de signer et de croire qu'ils peuvent tracer un chemin de paix avec ça, doivent prouver qu'ils sont sérieux et doivent le faire avec rigueur et non avec populisme et envie de montrer qu'ils ont signé parce qu'ils ont la dominance. Alors aujourd'hui, certains estiment que cet accord obtenu est meilleur que les autres accords signés auparavant. Est-ce que vous êtes du même avis, Ataï? Le pacte national est directement pertinent. Il parle de ce type particulier. Donc il est pertinent. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que le pacte national était suivi par uniquement l'Algérie, les partis en belligérance. Aujourd'hui, on a le Conseil de sécurité qui est représenté par la MINUSMA, on a l'Union européenne, on a d'autres partenaires extérieurs. Ça veut dire qu'ici, même si on a des choses qui sont éparpillées dans les documents, quelque part, elles rejoignent un peu, si vraiment la mise en œuvre est sérieuse, ça rejoint un peu les anciens accords. Ça rejoint aussi une nouveauté qui prend en compte, vous voyez que l'Edrian parle du discours de l'Edrian qui est là, qui n'est pas sans impact. C'est un ministre de la Défense d'un État français qui a eu une main sur le pays pendant plusieurs décennies. Peut-être qu'il a sa vision, mais aussi c'est notre paramètre à prendre en compte. Il y a l'aspect géopolitique du Sahel. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Maintenant, je pense que les gens de l'intérieur, de toutes les populations qui sont victimes de cela, doivent comprendre qu'elles doivent lutter pour que leurs propres intérêts soient sauvegardés parce qu'il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que les populations du sud ou du nord ou de l'est. Il y a aussi les autres. En résumé, pour moi, je pense que cet accord-là est une autonomie économique dans laquelle on a un modèle administratif de type fédéral. Pour toutes les régions. Pour toutes les régions. On a une autonomie économique avec un modèle administratif de type fédéral. Ça, c'est comme ça que je vois l'accord. D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani qui réfléchit aujourd'hui sur la signature de l'accord par la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Cette troisième partie sera consacrée au comité de suivi. Mais avant, je vais donner la parole à Firoun Maïga. Firoun Maïga, il y a certains points de consensus aujourd'hui que relève donc la nouvelle formule, la régionalisation que prône le gouvernement du Mali aujourd'hui. Est-ce que le contenu de cette régionalisation est conforme avec ce que vient de dire Ataïag Mohamed? Oui, merci beaucoup. Moi, je ne voulais pas beaucoup épiloguer sur cet accord. C'est la première action à saluer, c'est qu'on a signé. C'est des Maliens qui ont signé. Le pacte national, il l'a dit, jadis en 92, c'était la même chose. Les divergences de point de vue, au point de vue même contexte, environnement, étaient plus poussées que cette fois-ci. Où on se connaît, il y a beaucoup de facteurs qui ont intégré cela. Mais nous sommes arrivés à une finalité. Donc il faut saluer d'abord l'accord, la signature, les retrouvailles entre Maliens, frères, qu'ils soient CEMA, plateforme, ainsi de suite. C'est des Maliens qui se sont retrouvés. Et je pense que cette chaleur humaine que nous dégageons ces 2 jours doit être mise à contribution pour créer plus de confiance. Maintenant, par rapport aux questions de fond, il y a 2 choses. Il y a une garantie. Il y a une garantie internationale qui n'existe pas par le pacte. Et ça doit donner confiance. 2, il y a une volonté engagée de l'ensemble des partis à aller vers un consensus sur
des questions de fond qui nous amènent effectivement à poser des actes au bénéfice des populations du Nord et des populations aussi du Sud. Maintenant, la question d'un problème que je ne voudrais pas fédéral, ainsi de suite, je vais seulement dire, la décentralisation en elle-même, quand elle est poussée à un certain, elle devient un concept. Peut-être que nous, aujourd'hui, on est réfractaires. Une délégation de pouvoir. On est un peu réfractaire parce qu'on sort d'un État central avec une administration centralisée, très militarisée à l'époque. Donc, les questions de démocratie, d'indépendance, de gouvernance posaient problème à des gens qui sont régaliens, qui ne veulent pas le changement. Et je pense que cette évolution va amener les gens à comprendre que ce n'est ni un État fédéral, parce que bon, là, il y aura une entité géographique déterminée, on repasse dans un État, dans un autre. Ce n'est pas des questions comme ça. Je pense qu'une bonne décentralisation, accompagnée par rapport à ce document, avec l'engagement effectivement des enfants qui se sont battus pour ça, on se retrouvera dans un cadre. Mais pourquoi pas un cadre qui ne dirait même pas fédéral, peut-être le Mali fédéral. D'accord. Merci beaucoup, Firoun Maïga. Vous êtes membre de la plateforme. Alors, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation, je voudrais vous faire réagir sur cette question du comité de suivi. Comment est-ce qu'il est élaboré, ce comité? Bien, le comité de suivi, c'est un des aspects de l'accord et qui est fait de manière à ce que la présidence actuellement c'est la MINUSMA non, l'Algérie. C'est l'Algérie. Le secrétariat général revient à la MINUSMA. Le secrétariat général revient à la MINUSMA. Je crois qu'on est en train de chercher une solution pour que le siège soit à Bamako. Et qui comprend aussi le gouvernement du Mali, les mouvements, et qui donc est là pour, en fait, comme une sorte d'assemblée de sentinelle qui donne des directives et qui suit les actions qui doivent être menées pour la mise en œuvre à travers les 4 axes qui ont été posés et pour pouvoir faire booster vraiment, en tout cas, la mise en œuvre de l'accord. Donc voilà le rôle principal de cette commission de suivi. D'accord, merci beaucoup Achanga Maïga. Alors André Bojo, ce comité de suivi, comment est-ce que vous le voyez? Je le vois de l'extérieur, mais auparavant, je viens d'apprendre avec votre émission que le secrétaire général du mouvement national de libération de l'Azawad, M. Bilal Al-Sherif, était absent. Et ça me pose problème, parce que s'il est absent, ça a quand même une signification politique. Et la signification politique que l'on peut donner, c'est est-ce que cette absence ne résulte pas de pression politique exercée par les irrédentistes au sein du MNLA? C'est la question que je me pose. Et si effectivement ça résultait de cette pression, bon, ça serait quand même assez gênant. Ça veut dire qu'il aurait été obligé de faire des concessions aux irrédentistes de tout temps. M. Moussa Saïd a toujours été un irrédentiste. À chaque fois qu'il y a une avancée qui peut aller dans le sens de la paix, à chaque fois il intervient pour éviter justement cette avancée qui va dans le sens de la paix. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question sur le comité de suivi, moi je vais vous répondre en fonction des informations que j'ai, puisque je suis quand même assez loin du concret. Il semblerait encore une fois qu'il y ait des dissensions. Le fait aussi que l'Algérie continue à assurer une influence, un poids important, ne fasse pas l'unanimité au sein des représentants qui siègent au sein de ce comité de suivi. Ensuite, je crois savoir, mais vous allez confirmer ou infirmer, qu'il y aura eu aussi des problèmes qui se seraient posés au niveau du nombre des représentants dans chaque commission. Bon, tout ça, c'est des problèmes qui sont incontournables, mais il y a des enjeux quand même fondamentaux et stratégiques sur la mise en place de ce comité de suivi, parce que c'est ce comité de suivi qui va assurer le bon fonctionnement des conditions d'application de l'accord d'Alger. On voit bien aussi qu'un pouvoir important est donné non pas à la communauté internationale, mais aux représentants des forces onusiennes, de la MINUSMA.
Donc, si on conjugue le fait que le leadership est accordé à l'Algérie, que l'influence de la MINUSMA se fera sentir, on se demande quelle est la marge de manœuvre des autres participants. Ensuite, il y a quelque chose qui me taraude un petit peu, c'est que ce qui me gêne aussi sensiblement, mais c'est pas nouveau, c'est que en définitive, ces accords d'Alger se sont faits avec le peuple malien qui a été tenu à l'écart. Et ça, c'est pas une très bonne chose, parce qu'on retombe sur ce problème-là, c'est que si effectivement le peuple malien, et non pas simplement des experts, aurait été impliqué dans ces accords d'Alger d'une manière pacifiste, je dis bien, peut-être qu'une partie des problèmes aurait été résolue. Donc, se pose le problème du fonctionnement des institutions maliennes. Et on se rend compte, sauf erreur de ma part, que le problème des accords d'Alger n'ont pas été débattus au sein de l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale incarne quand même aussi une instance démocratique, elle incarne le peuple malien. Donc, pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas fait, au sein de cette Assemblée nationale, n'a pas fait l'objet de discussions sur le contenu des accords d'Alger. J'ai aussi le sentiment, en excusant d'être un peu long, que le contenu des accords fonctionne un peu comme l'État malien fonctionne, c'est-à-dire que les pouvoirs sont concentrés sur une personne. On le voit bien avec l'élection au suffrage universel direct du président de région, qui aurait en définitive les pleins pouvoirs, comme actuellement le président de la République démocratiquement élu a pratiquement les pouvoirs par rapport au pouvoir législatif. Donc c'est un peu une imitation du fonctionnement de l'État. Et ça, c'est gênant parce que ça ne me paraît pas tellement démocratique. D'accord. Alors, merci beaucoup André Bourgeot. Je rappelle que vous êtes du CNRS de France, vous êtes chercheur. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, Ataï Ak Mohamed, le comité de suivi, est-ce que vous en êtes satisfait? Écoutez, il n'est pas encore été mis en place. Ça, je vous le dis, c'est formel. Hier, nous avons été conviés. Nous avions envoyé uniquement les secrétaires généraux, 4 personnes, pas plus, pour rencontrer les acteurs qui les ont conviés. Nous voulons d'abord savoir la méthodologie du fonctionnement, l'organisation, les répartitions, les différents organes, les sièges et tout ça. Il faut que la médiation d'abord fasse un travail de draft sur ces points pour nous les soumettre. Entre-temps, nous aurons le temps de nous organiser, de retourner sur les bases, de choisir nos membres au sein du commission de suivi. Donc nous ne parlons pas encore, s'il y a des divergences, ce n'est pas au sein de la CMA, parce qu'au sein de la CMA, nous ne discutons pas encore des membres qui doivent composer ou présider ou être leader de quoi que ce soit. Est-ce qu'au sein de la CEMA, il y a un problème d'abord de représentativité qu'évoquait tout à l'heure André Bourgeot? Pas du tout. Nous n'avions même pas discuté de ça encore. Nous avions dit à nos délégués, allez-y, écoutez et proposez qu'on nous donne d'abord des documents qui parlent des règlements intérieurs, du fonctionnement de l'organisation, du type ou les sièges et tout ça. Nous en sommes là encore. Et par rapport au comité de suivi toujours, nous pensons que le comité de suivi, c'est le nerf. C'est le nerf de la chose. Et il faut prendre un bon moment pour le faire. Il faut choisir comment le faire. Il faut être vigilant là-dessus. Quand vous dites un bon moment, quelle période vous donnez? Tout de suite, la médiation nous a dit jusqu'au 15 juillet. Est-ce que la CEMA sera prête? Bien sûr. La CEMA a demandé cela. Et je pense que tout le monde était d'accord dessus. Même au sein de la plateforme, il y avait divergence. Parce que c'est vrai qu'il y avait divergence. Ils ont besoin d'un peu de temps, je pense, pour se organiser. Je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, je retire. Mais quand même, je sais que c'est parce que beaucoup parlent de divergence, en tout cas pas au sein de la CEMA. Nous ne sommes même pas au point où il faut nommer ou mettre des chefs ou quoi que ce soit. Nous n'en sommes pas là encore. Ce qui est important, c'est que nous le ferons d'ici le 15 juillet, chose qui est le nouveau programme qui a été donné par la médiation aujourd'hui même, qui va réfléchir. Sur ça, et nous proposer des drafts sur son contenu, son fonctionnement, son organisation et tout ceci. D'accord. Merci beaucoup, Ataï. Alors, Firoun, quelles sont les urgences? Qu'est-ce qui va devoir être mis en place dans les prochaines heures par rapport à cet accord, par rapport à l'application de cet accord? Bon, je voulais juste rappeler que le comité de suivi est partie intégrante du document de l'accord. En fait, si vous regardez dans les annexes, les missions sont totalement définies. Ce qui s'est passé après la signature, on s'est retrouvé pour symboliquement lancer le comité de suivi. Et les gens se sont donné rendez-vous à Koulouba. J'ai la chance j'étais là-bas. Donc, ça ne s'est pas passé peut-être comme les gens l'ont dit. C'est vrai,
quand l'information est donnée, elle est d'ici, elle n'est pas très bien traitée, que les gens se retrouvent en surnombre quelque part pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Il faut être à Alger pour comprendre cette situation. Mais bien sûr, moi je comprends. Sinon, moi je veux saluer vraiment, le travail a été formidable. J'ai suivi... Mais à quoi doit-on s'attendre dans ces prochaines heures? Non, le problème est très simple. D'abord, la réunion était pour voir le statut règlement intérieur et voir les modalités de fonctionnement, comment est-ce que ça va, est-ce qu'il y a un siège, ainsi de suite. Donc il y a des préalables, comme Hatta l'a dit, qui ont été totalement réglés. Je pense qu'il y a eu des propositions, des discussions qui ont été faites. S'il y a des problèmes, comme on l'a dit, au niveau interne, il faut comprendre le caractère complexe des négociations d'Alger. Plusieurs parties étaient présentes. À un moment, tout le monde était dans un autre groupe. À un second, il y en a eu des décidences qui se sont passées. Alors, si tout ce monde se retrouve dans un espace où il faut avoir une certaine légitimité, il y a quand même raison que ça puisse se passer. Alors, Firoun, moi, je me bats contre la montre. Aujourd'hui, après la mise en place de ce comité le 15, quelles sont les premières actions qui vont devoir être engagées? Je pense que la première action, comme on l'a dit, c'est d'abord de donner le temps au comité de suivi, tel que le mandat lui a été donné d'ici le 15, de pouvoir donner un draft sur les statuts et règlements intérieurs et la mise en œuvre. Et la composition va dépendre effectivement des propositions et des discussions qui vont être faites. Oui, moi je pense qu'à peine signé, les conflits des priorités s'en mêlent, je le dis toujours. Parce que nous pensons que les priorités pour le gouvernement, parce qu'on a suivi, dès qu'on a signé, le ministre des Affaires étrangères a dit sur leur thème, il faut passer au redéploiement de l'armée malienne, au DDR. Quelle armée? Vous pensez que c'est la charrue avant les bœufs? Nous pensons qu'il faut avoir de bonnes priorités, il faut les négocier. Quelles sont ces priorités aujourd'hui? Les priorités elles sont d'abord humanitaires, elles sont du comité de suivi. Le retour des réfugiés? Ça aussi c'est un préalable. Il y a un préalable de sécurité, un préalable de réinstallation de conditions de vie, l'eau, les écoles, les dispensaires. Donc tout ceci. Le gouvernement a un représentant en Changa. C'est une question d'approche. Quelques mots. Je viens du Niger. Je crois que la question des réfugiés est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays parce qu'au Niger vraiment on est très avancé. Au niveau du Burkina, on a déjà tenu une réunion. La deuxième réunion est programmée pour les jours à venir. Au niveau de la Mauritanie, on n'est pas encore, on n'a même pas signé l'accord tripartite. Et maintenant, il faut, comme il l'a dit, créer les infrastructures d'accueil, créer les conditions de vie. Créer donc les conditions favorables au retour des réfugiés et à la mise en place des préalables. Alors, juste un dernier mot, André Bourgeot, avant de conclure cette émission. Il est pratiquement la fin de cette émission, mais un dernier mot vous revient pour conclure cette émission. Moi, je ne vais pas dresser de conclusion parce que c'est prématuré. La seule chose que je peux dire, c'est exprimer un espoir qui va dans le sens de l'application des accords d'Alger, fondé du côté de toutes les parties sur la bonne foi et puis la création d'un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire instaurer une confiance entre tout le monde. S'il n'y a pas cette bonne foi, cette confiance et la volonté commune d'avancer, ça risque d'être un petit peu gênant. On verra. Merci. On verra. Merci. Merci beaucoup André Bourgeot pour ces mots d'espoir. C'est ainsi que s'achève le grand dialogue d'aujourd'hui qui réfléchissait sur la signature de l'accord de paix par la coordination des mouvements armés de l'Azawad, signature qui a été rendue donc effective le samedi 20 juin dernier ici même à Bamako. Et le grand dialogue donc a réuni autour de cette table l'ensemble des protagonistes de ce conflit malien, notamment avec la présence ici à Bamako de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, et nous avons profité de cette présence pour inviter Ataï Ag Mohamed dans ce studio. Merci beaucoup Ataï, merci Firoun Maïga pour la plateforme et Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation. Merci André Bourgeot pour la présence. Ainsi s'achève donc cette émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara était à la mise en onde, Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré et Ayouba So ont réalisé cette émission. Nous vous disons au bonsoir et à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.